Salut à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce cours de psychologie clinique de deuxième année. On va commencer tout de suite avec la première partie du cours et notamment la définition de la santé mentale. Historiquement, avoir une bonne santé mentale signifiait ne pas avoir de troubles. Aujourd'hui, il s'agit plus que l'absence d'un trouble psychologique. Selon l'OMS, il s'agit d'un état de bien-être permettant à chacun de reconnaître ses propres capacités, de se réaliser, de surmonter les tensions normales de la vie, d'accomplir un travail productif et fructueux et de contribuer à la vie de sa communauté. Selon le rapport Handicap mental et santé mentale de 2012, la santé mentale est un état d'équilibre psychique et émotionnel à un moment donné qui fait que nous sommes bien avec nous-mêmes, que nous avons des relations satisfaisantes avec autrui et que nous sommes capables de surmonter les tensions normales de la vie. La définition de l'OMS ne fait pas du tout référence à des troubles mentaux et celle de l'IWSM n'est pas du tout une définition d'un trouble psychologique. Attention que la définition de la santé mentale n'est pas une définition de ce qu'est un trouble psychologique. Il existe de nombreuses personnes, pourtant en bonne santé, mais qui sont incapables de faire ce que nous faisons ou apprécions dans notre vie de tous les jours. Celles-ci ont un point commun, on appelle cela donc un trouble psychologique. Un trouble psychologique est un dysfonctionnement psychologique associé à de la détresse ou à des difficultés à fonctionner et une réponse comportementale qui n'est pas celle que nous attendrions typiquement ou culturellement. Un peu d'histoire avec la naissance de la psychologie clinique. Lagache est un médecin philosophe et un enseignant en philosophie. Il a fait une première licence libre de psychologie, il s'agit de la base de celle-ci qui date de 1946. C'est un professeur de psychologie à la Sorbonne et il y fonde un laboratoire de psychologie sociale. Il devient par la suite professeur de psychologie pathologique. Avant, la psychologie était enseignée avec la philosophie et grâce à la contribution de Lagache, elle va devenir indépendante et sera professionnalisée. Lagache définira l'objet de la clinique comme étant l'étude de la conduite humaine individuelle et de ses conditions. Hérédité, maturation, conditions physiologiques et pathologiques, histoire de la vie. Autrement dit, il s'agit de l'étude de la personne totale en situation et qui date de 1946. Selon lui, la psychologie clinique est caractérisée par l'investigation systématique et aussi complète que possible des cas individuels. 1949. Ces caractéristiques sont importantes dans le cadre du travail du clinicien et dans la manière d'approcher les conduites humaines. Observation. Lagache a également créé la profession de clinicien et a délimité le territoire de la psychologie clinique lorsqu'il a créé une consultation pour les jeunes délinquants, examen psychologique et psychothérapie. Il invente les stages cliniques pour étudiants qui devaient parrainer un jeune. Selon lui, la psychologie clinique dépasse le champ de la psychopathologie, psychomédicale, en s'intéressant aux conduites humaines normales ou pathologiques, adaptées ou inadaptées. La psychologie clinique se trouve au croisement de la psychologie médicale, qui correspond à des troubles des conduites et de la personnalité ou psychopathologie, ainsi que de la psychotechnique. La première est devenue beaucoup plus clinique, individuelle, et la deuxième s'est développée en recourant aux tests armés. Il s'agit de la psychologie clinique moderne. La psychologie clinique est également ouverte à d'autres secteurs que la psychiatrie, comme pour les couples, la délinquance, les travailleurs en conflit, etc. En bref, toutes les situations où l'on peut rencontrer des problèmes. Le cas clinique. Madeleine est une jeune femme de 24 ans qui réalise des études de biologie. Elle consulte car elle n'en peut plus et dit ne plus avoir envie de contribuer à lutter pour mener une vie qu'elle juge triste, sans saveur et sans plaisir. Elle éprouve de plus en plus d'anxiété à l'idée d'aller sur les bancs de la fac, d'aller en stage, etc. Ses études ont été interrompues pendant 4 mois où elle n'a donc pas pu suivre son stage obligatoire. À l'origine de ces difficultés, Madeleine explique qu'elle est terrorisée à l'idée d'attraper le virus de la dengue. Les heures passées sur les bancs de la fac étaient un véritable calvaire car elle ne pouvait pas se désinfecter les mains ou simplement se les laver, ni même désinfecter le banc sur lequel elle prenait place par crainte des jugements d'autrui. Pour les stages, c'est encore pire puisqu'elle manipule des virus. Les troubles ont commencé il y a 6 mois lors de l'apparition du virus Zika en Martinique. Le journal télévisé avait diffusé un reportage qui l'avait beaucoup perturbé à l'époque. Les difficultés ont démarré peu après et Madeleine ressentant des sensations anxieuses lorsqu'elle devait prendre les transports en commun, aller dans les bars, etc. Progressivement, elle développe la nécessité de se laver les mains dont la durée et la fréquence ne cessent d'augmenter.
La nécessité de ne pas faire entrer ses vêtements dans la maison, ne pas toucher son lit avec ses affaires qui sont allées à l'extérieur, et les difficultés ont des répercussions sociales importantes. Madeleine restreignant ses sorties entre amis au maximum. Son année universitaire est échouée compte tenu de l'absence de stage et son incapacité à rester concentré durant les cours. Ses pensées au sujet de la contamination occupant tout son esprit. Quelles sont les dysfonctions que l'on observe chez Madeleine ? Ressent-elle de la détresse ? Y a-t-il des altérations dans son fonctionnement ? Il y a en effet un côté excessif du lavage des mains, un besoin de toujours vérifier, et également le fait de ne plus être capable de s'exposer. Parlons alors du dysfonctionnement psychologique ou de la rupture dans le fonctionnement émotionnel, cognitif ou comportemental. Si vous aimez aller au restaurant, c'est chouette. Mais si chaque fois que vous devez y aller, vous ressentez une peur importante au point de vouloir rentrer chez vous, même s'il n'y a aucun danger, c'est que vos émotions ne fonctionnent pas correctement. Mais si tout le monde vous dit qu'aller au restaurant est dangereux, alors ça n'est pas dysfonctionnel de ressentir de la peur et d'éviter ces lieux. Ainsi, la notion de dysfonctionnement doit être vue d'un point de vue individuel. La question qui se pose est celle de la normalité de la réaction versus l'anormalité. Beaucoup de personnes craignent d'être contaminées, mais ne rencontrent pas pour autant les critères diagnostiques d'un TOC. Historiquement, on a toujours opposé normal et pathologique. Les troubles psychopathologiques sont des phénomènes normaux que l'on retrouve chez tout le monde. Par exemple, le Covid. En effet, certaines personnes se sont complètement isolées pour ne pas attraper le virus. Maintenant, on n'oppose plus les deux. En effet, on est sur un continuum normal vers anormal plutôt que catégorie qui fixe une frontière arbitraire. Il n'y a ainsi pas de frontière entre les deux. Qu'entend-on par réponse atypique ou non attendue culturellement ? Il s'agit d'un critère important mais pas suffisant à lui seul. Beaucoup de personnes deviennent de la moyenne sans être anormales. Les excentriques, certains artistes, etc. Par exemple, à l'époque de Freud, l'homosexualité était considérée comme un trouble psychologique. Il s'agit d'une question des normes culturelles. Ce qui paraît anormal dans nos sociétés occidentales peut être culturellement accepté dans d'autres et inversement. Par exemple, parler de vaudou et d'esprit est normal dans certaines sociétés. Par ailleurs, la fonction de certains processus doit être considérée d'un point de vue évolutif. Quels sont les processus impliqués dans la gestion des menaces ? Quelles sont les réponses attendues typiquement et à quoi servent-elles ? Si une réponse comportementale a l'effet inverse de celles qui sont nécessaires à la survie ou la reproduction dans notre environnement, alors ces réponses ne sont pas des réponses typiques. La question du contrôle est également utile pour la définition de troubles psychologiques. Dans quelle mesure le comportement d'un individu est-il sous son contrôle ? On retrouve des réponses comportementales ou émotionnelles, désirées ou non. En effet, le contrôle de l'esprit se fait de manière automatique. Définir ce qu'est un trouble mental ou ce qui est normal et anormal n'est donc pas chose aisée. La définition la plus acceptée est celle du DSM-5, même si elle est critiquable. En effet, selon ce dernier, les troubles schizoïdes sont tous les mêmes alors que ce n'est pas le cas. Un trouble mental selon le DSM-5, ce sont des dysfonctionnements biologiques, psychologiques ou comportementaux qui ne sont pas attendus dans leur contexte culturel et associés à une détresse actuelle et des perturbations du fonctionnement ou une augmentation du risque de souffrance, de mort, de douleur ou de dysfonction. Il s'agit d'une définition imparfaite, mais la correspondance avec les critères spécifiques des différents troubles psychopathologiques permet de répondre, pas toujours, à la question de l'existence d'un trouble psychopathologique ou non chez un individu. Il s'agit donc de critères faisant consensus parmi les experts du domaine. La détresse personnelle. Il s'agit d'une composante importante. Je peux craindre les virus, me laver les mains 12 fois sans ressentir de détresse ou de souffrance. Ce critère à lui seul ne permet pas d'affirmer que le comportement est anormal. Nous ressentons tous, parfois, de la détresse ou de la souffrance. Nos sociétés modernes oublient que la détresse fait partie de la vie humaine et que cela n'est pas près de changer, malgré les injonctions au bonheur et à la béatitude. Par ailleurs, dans certains troubles, la détresse est absente. Par exemple, dans les épisodes maniaques. Donc, un trouble psychologique ne peut pas se définir par la présence de la détresse uniquement, mais contribue sans aucun doute à la définition du trouble psychologique. La notion d'altération ou de dysfonctionnement est également importante. Les difficultés relevées chez une personne peuvent ne pas produire d'altération dans son fonctionnement, mais quand les difficultés sont sévères, il est fréquent d'observer que la personne est empêchée dans des domaines qui sont importants pour elle ou pour fonctionner correctement.
La psychopathologie est l'étude scientifique des troubles psychologiques. Les études scientifiques correspondent à deux aspects. D'abord, la description clinique du problème, et ensuite l'étude des causes, donc étiologie, et la compréhension de la maladie dans une perspective biologique, psychologique et sociale. La description clinique du problème. Il existe des comportements, pensées et émotions qui évoquent un trouble spécifique afin de le distinguer d'un autre trouble et du comportement anormal. On retrouve des troubles psychopathologiques chez tout le monde, mais les signes seront différents en fonction de l'âge. En effet, la présentation d'un même trouble diffère souvent entre l'enfant et l'adulte. Par exemple, les troubles psychopathologiques peuvent arriver à l'adolescence, comme la schizophrénie par exemple. La psychose chronique survient en général vers 40 ans. La plupart du temps, les adultes consultent car ils n'en peuvent plus. Il existe une course attendue du trouble. Aigu, une fois que le trouble est passé, on n'en parle plus. Chronique, on n'en guérit pas. Développement brutal, il survient de manière brutale. Développement insidieux, il survient de manière discrète. Résolution spontanée. Et tout cela nécessite d'avoir une bonne connaissance des troubles psychopathologiques. Il est important de connaître les données statistiques des troubles. D'abord, l'incidence, c'est le nombre de nouveaux cas durant une période donnée. C'est grâce à cela que l'on va savoir s'il y a une augmentation ou une diminution d'une année à une autre. La prévalence d'une vie entière, c'est le nombre de personnes dans la population entière présentant un trouble X. Le sexe ratio, c'est la proportion d'hommes-femmes souffrant du trouble. Et ensuite, on a également l'âge de survenue du trouble habituellement constaté dans la population. Tout ceci se fait par des évaluations. Il y a des traitements et des conséquences pharmacologiques et psychothérapeutiques. Étude des causes, étiologie, compréhension de la maladie dans une perspective biologique, psychologique et sociale. On retrouve plusieurs traditions qui se sont succédées depuis la nuit des temps. On a d'abord la tradition surnaturelle. Les comportements anormaux reflétaient une bataille entre le bien et le mal, et l'œuvre de Dieu est la part du diable. Ce sont des conceptions soutenues au XIVe siècle par le pouvoir religieux et les autorités religieuses, et en conséquence par les citoyens. Les comportements anormaux, considérés comme de l'hérésie, étaient le fait des démons et des sorcières, et ceux qui en souffraient finissaient sur le bûcher, notamment en France avec Jeanne d'Arc. La population croyait que sa mauvaise fortune était due à ces hérétiques. Les traitements de l'époque, c'était l'exorcisme ou tondre une croix dans les cheveux des malades. Jusqu'au XVe siècle, on avait le procès des sorcières de Salem, avec la pendaison de 20 femmes. Une autre opinion assez forte était que l'insanité, un terme utilisé à l'époque, pouvait aussi refléter un état naturel causé par le stress mental ou émotionnel. La dépression et l'anxiété étaient reconnues comme maladies dont le traitement consistait à se reposer, prendre des bains, des onguents et des potions. Selon Oresme Nicolas, la dépression était la cause des comportements anormaux plutôt que les démons. Il rappelle que sous la torture, on confesserait n'importe quoi. Dans De la Lune et des étoiles de Paracelsus, 1493-1541, on a un rejet des positions démoniaques au profit de l'effet du mouvement de la Lune et de la position des étoiles. C'est également de là que vient l'origine du mot lunatique, et il y a la croyance encore fortement partagée, c'est la pleine lune, je ne suis pas comme d'habitude, alors que ceci n'a pas de fondement scientifique. L'astrologie également, pas d'évidence scientifique. Ensuite, comme autre type de tradition, nous avons la tradition biologique. Il s'agit ici d'une tradition très ancienne. Hippocrate, de 460 avant Jésus-Christ à 377, père de la médecine moderne et physicien grec, montre l'importance de la syphilis. Pourquoi la syphilis ? Les symptômes cognitifs et comportementaux de cette maladie sont les hallucinations, le délire de persécution et de grandeur, et certains patients se détérioraient rapidement, paralysie, et d'autres non, psychose. Selon lui, le cerveau est le siège de la volonté, de la conscience, de l'intelligence et des émotions. Donc les troubles impliquant ces fonctions étaient forcément localisés dans le cerveau, sans exclure les composantes psychologiques et interpersonnelles. Il s'agit d'une école de pensée influente dans la tradition biologique, Hippocrate et Galien. On y retrouve la théorie humorale des troubles qui postule que le cerveau est relié au fluide corporel. Le fluide sanguin est le cœur, la bile noire est la mélancolie sans cause apparente, autrement dit le spleen, la bile jaune est le foie et le flegme est le cerveau. La première tentative d'associer les troubles psychologiques à un déséquilibre chimique est encore d'actualité. On voit apparaître dans cette tradition le concept d'hystérie,
précurseur des troubles somatiques, et en étiologie l'utérus vide. Il y a également une influence de John Gray. En effet, tout trouble psychologique a une origine biologique. Les malades mentaux devaient alors être soignés comme les personnes physiquement malades. Il y a également une influence de Kraepelin, avec la classification et le diagnostic des troubles. Cela est encore utilisé aujourd'hui. La tradition biologique a eu pour conséquence de s'intéresser au développement des traitements biologiques grâce à une plus grande compréhension de l'influence biologique sur la psychopathologie. Dans les années 30, nous avions des chocs électriques dans le cerveau. D'ailleurs, précurseur de l'électroconvulsivothérapie ou ECT actuelle. Il y avait également la chirurgie du cerveau dans les années 30 ou encore la cure de Sackel avec un produit déconvulsion jusqu'à l'état comateux et ce qui améliorait certains patients. Elle a été abandonnée car trop dangereuse avec un coma prolongé ou encore la mort. Plus tard, dans les années 50, on a la découverte de la réserpine et des hallucinations et ainsi des premiers neuroleptiques. On a également la découverte des benzodiazépines, avec l'anxiété, qui a été prescrite largement à partir des années 70. Il y a également la découverte de leurs effets secondaires, qui a conduit à une diminution de leur usage, signes extrapyramidaux pour les neuroleptiques par exemple. Ainsi, la recherche a progressé pour découvrir des molécules moins problématiques en termes d'effets secondaires. Comme autre type de tradition, nous avons la tradition psychologique. Selon Platon et Aristote, les deux causes de troubles sont d'influence culturelle et sociale dans la vie de l'individu. Ces influences acquises par apprentissage déborderaient la raison, précurseur des approches psychosociales. Au XVIIIe siècle, on retrouve des thérapies morales, et morales au sens émotionnel et psychologique et non au sens des conduites. Il faut renforcer et encourager les interactions sociales normales, avec l'opportunité de nouveaux apprentissages. Il y a l'influence de Pinel qui va faire qu'il y aura une humanisation des services psychiatriques. Au XIXe siècle, il y a un déclin des thérapies morales qui avaient un intérêt dans les structures de moins de 200 patients. À cela s'ajoute l'idée que les troubles psychopathologiques sont cérébraux et donc incurables. La tradition psychologique resta dormante pour se réveiller au XXe siècle. On a alors la première école de pensée majeure, la psychanalyse avec Freud qui vécut de 1856 à 1939. Il s'agit de la théorie sur la structure de l'esprit et le rôle des processus inconscients comme déterminants des comportements. On a également une deuxième école de pensée majeure avec le behaviorisme, avec Pavlov, Watson, Skinner par exemple. Au final, l'apprentissage et l'adaptation influencent le développement des troubles psychopathologiques. Parlons alors de la psychanalyse. Mesmer avec les suggestions hypnotiques et les robes fluides. C'est un charlatan, mais il a inspiré Charcot, dont l'élève fut Freud, et qui travaillera ensuite avec Breuer. Breuer, c'était l'utilisation des états hypnotiques modifiés, pendant lesquels les patients parlaient beaucoup, émotionnellement, et après lesquels ils semblaient aller mieux. Breuer et Freud, Anao. Mais ces patients ne se souvenaient pas de ce qu'ils avaient raconté. C'est à ce moment qu'on découvre l'inconscient. Réévoquer un traumatisme s'accompagnait d'une diminution des tensions, avec la découverte de la catharsis. Freud développe le modèle psychanalytique à partir de ses observations, un modèle qui a eu une forte influence mais qui n'a pas été empiriquement démontré. On y retrouve la structure de l'inceste, des mécanismes de défense et les stades de développement psychosexuel. L'approche humaniste, avec la reprise des positions d'Adler et de Jung qui ont mis l'accent sur les aspects positifs de la nature humaine par les théoriciens de la personnalité du XXe siècle. Abraham Maslow, de 1908 à 1970, et Carl Roger, de 1902 à 1987. Celui-ci a fait l'auto-actualisation et le regard positif inconditionnel. Il s'agit d'une approche humaniste qui est surtout utilisée hors contexte psychopathologique. Actuellement, certaines approches ont été développées pour les troubles anxieux et dépressifs principalement. Leslie Greenberg avec l'Emotion Focused Therapy, donc la théorie centrée sur la thérapie. On a ensuite l'approche comportementale, approche qui a amené au développement systématique d'une approche scientifique des aspects psychologiques des troubles psychopathologiques. On parle plutôt de l'approche cognitive et comportementale, où l'accent est mis sur les facteurs cognitifs et sociaux impliqués dans l'apprentissage. On retrouve notamment Pavlov, de 1849 à 1936, et le conditionnement classique. Un stimulus neutre est appairé à une réponse jusqu'à ce qu'il provoque la réponse elle-même,
donc notamment avec la salivation d'un chien lorsqu'il entend un son particulier, et le conditionnement est un des processus par lequel nous apprenons de nouvelles informations, en particulier émotionnelles. On a également Kamen en 1994 avec la chimiothérapie, le vomissement et l'extension aux soignants même lorsqu'il n'y a pas de traitement. Il s'agit en outre du processus de généralisation à des objets ayant des caractéristiques similaires. Un stimulus inconditionnel conduit à une réponse inconditionnelle qui conduit à un stimulus conditionnel et enfin qui conduit à une réponse conditionnelle. Un stimulus va acquérir par apprentissage la possibilité d'entraîner une réponse qui ne surviendrait pas en temps normal. Par exemple, la nausée est rencontrée chez la plupart des patients en chimio, mais pas devant des blouses blanches. Celles-ci deviennent des stimuli conditionnels et les nausées des réponses conditionnelles. Pavlov découvre le processus d'extinction. Chez le chien, lorsque le métronome n'est plus présenté avec la nourriture qui provoque le réflexe de salivation, le stimulus conditionnel perd alors son pouvoir de provoquer à lui seul la réponse conditionnelle, donc la salivation. Watson, de 1878 à 1958, avec le cas du petit Albert, de 11 mois. Il jouait sans peur avec un rat blanc inoffensif. À chaque fois que le rat blanc apparaissait, il y avait un bruit fort. Après 5 essais, Albert commençait à avoir peur à chaque fois que le rat apparaissait. Cela a été généralisé à tout ce qui avait une fourrure blanche. Si un comportement pouvait être appris, alors il pouvait être désappris. Mary Cover-Jones avec l'exposition graduelle à un animal à fourrure chez un enfant de 2 ans qui avait peur de ces animaux et l'extinction de la réaction de peur. On a ici une exposition graduelle et une désensibilisation systématique. C'est donc la naissance des thérapies comportementales. Skinner, influence aussi importante que celle de Freud, a fait le conditionnement opérant. Il s'agit d'un type d'apprentissage dans lequel le comportement change en fonction de la réponse qui suit ce comportement. Un renforcement positif avec une augmentation du comportement ou négatif avec une diminution. Le meilleur moyen d'apprendre de nouveaux comportements est de les renforcer positivement. L'usage de la punition à long terme est assez inefficace. On va alors découvrir le principe du façonnement. Il s'agit du renforcement différentiel d'approximations successives d'un comportement cible jusqu'à ce que la personne fasse le bon comportement. Et voilà pour ce premier podcast et cette première partie de notre cours de psychologie clinique. On se retrouve dans le prochain podcast où on entamera la deuxième partie du cours avec le trouble psychologique. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne étude. Ciao, ciao.